Bonjour, bienvenue sur Planète Wargame. Alors, on a amorcé un petit cycle chaos là déjà avec les 3 vidéos précédentes, en commençant par Slanesh, puis Nurgle et enfin Korn. Il me semble qu'on a un schéma qui semble se dessiner ici, mais... Et oui, lequel il nous reste à faire? Bien malin celui qui trouvera. Pas évident. Je vous laisse ouvrir la case. On est perdu là. Tzeentch. Bien, eh ben, qui l'eût cru. Alors, dernier de nos petits dieux du chaos dont on va explorer le domaine, on a commencé à connaître la formule, je vais d'abord vous lire telle quelle la description de son domaine infernal. Tel qu'il est décrit dans le codex V6, si ça vous intéresse, pour la source V6, V7, V8, il me semble qu'on a sensiblement le même texte encore une fois, si vous voulez retrouver les sources écrites, pour travailler sur vos projets après d'adaptation en table de jeu, en partie narrative, etc. Ce sera des ressources fort utiles. En attendant, puisque ce petit morceau n'a pas survécu à la transition V9, on va l'immortaliser lui aussi, comme pour les 3 dieux précédents, à travers cette vidéo. Alors, c'est parti, je vous lis sa description, et puis on se retrouve juste après pour essayer de voir comment l'exploiter sous forme de décor, de table de jeu, etc. Allez, c'est parti. Alors... La galaxie connaît Tzeentch sous des centaines de milliers de noms, parmi lesquels le brodeur de destinée, le grand conspirateur et l'architecte du changement. Son esprit perçoit les espoirs de chaque être doué de conscience sur chaque planète de l'univers. Il observe les plans de ses pantins qui se déploient et forment l'histoire, tirant les ficelles de la chance et du destin, pour son propre plaisir bien entendu, et pour déclencher les étapes suivantes de ses propres complots enchevêtrés. Le labyrinthe de cristal. De tous les paysages surréalistes du royaume du chaos, c'est le domaine de Tzeentch qui est le plus étrange et le plus énigmatique. Son royaume est tissé des fibres mêmes de la magie. Le labyrinthe de cristal s'étend au sommet d'un plateau iridescent, et sa présence se ressent dans tous les royaumes démoniaques. Des avenues mouvantes, faites de vitraux multicolores, sillonnent sa superficie. Des passages secrets, creusés par le mensonge et l'intrigue, s'infiltrent dans les domaines des autres dieux, reliant les différents royaumes du chaos et les liant à la volonté de Tzeentch. Aucun guerrier ne garde formellement les marges infinies du labyrinthe, car les batailles qu'on y livre sont celles de l'esprit. Ces corridors scintillants ne renvoient pas seulement la lumière, mais aussi la misère, les rêves, les espoirs et les cauchemars. Les voies et passages, aux connexions en changement perpétuel, constituent une défense suffisante pour confondre tout intrus qui n'aurait pas reçu la faveur de Tzeentch, qu'il soit mortel ou démoniaque. Malheur aux rivales qui s'aventurent en ce domaine, car les créatures à l'intellect limité courent à leur perte. Le labyrinthe déforme plus qu'il ne reflète, sépare les aspirations de leur objet et les remplace par la démence et le désespoir. Reproduisant les complots inconscients et éternels de Tzeentch, le labyrinthe se déplace et se modifie constamment. Les âmes égarées errent dans le dédale pour l'éternité. Les visages reflétés par les murs de cristal sont rarement ceux des intrus. Partout, des doubles des otages de Tzeentch oscillent et pétillent sur les parois prismatiques. Dans les entrailles du labyrinthe, les corridors de verre éclatent en tessons tranchants lorsqu'Ahriman, le grand sorcier Space Marine du chaos, mène sa légion de Thousand Sons à la guerre, qui se retrouvera finalement piégée par sa propre réverbération.
Un éclat anisotrope se déforme sous le regard des grands prophètes Eldar d'Ultwé avant de renvoyer l'image d'un vaisseau monde en feu. Une secte d'inquisiteurs radicaux use d'une version prohibée du tarot de l'empereur pour asservir le reflet d'un démon, ignorant que ce faisant, leurs âmes seront liées à jamais à son alter ego. 1 million d'autres visions fugitives de la réalité vacillent telles des flammes sous la bise, en faisant briller le labyrinthe à la lueur des probabilités et de leurs variations infinies. Au centre du labyrinthe, dissimulés à ceux qui n'ont pas la clairvoyance démente pour la trouver, se dresse la forteresse impossible. Des spires de cristal tordus et des tours de flammes bleues et roses jaillissent de son donjon. Elles apparaissent l'espace d'un battement de cœur, puis s'évanouissent pour être remplacées par une architecture encore plus irréelle. Portes, fenêtres et portails s'ouvrent comme des bouges affamées sur les remparts, puis disparaissent la seconde suivante. La forteresse impossible revêt la nature du royaume du chaos. Le temps et l'espace n'y existent pas. En ces murs, on peut franchir plusieurs lieues d'un seul pas. Ou au contraire, errer pendant plusieurs semaines dans une pièce minuscule. La gravité chancelle et change, voire disparaît totalement. Des lumières de toutes les couleurs du spectre et de teintes encore inconnues dans notre univers émanent de ces murs traîtres. Cette citadelle changeante est totalement impénétrable pour les mortels. Prisonniers qu'ils sont de leur réalité physique, les hommes qui s'y aventurent sont rendus fous, alors que leur esprit risque d'imploser ou d'être dévasté par les forces libérées par les pensées errantes de Tzeentch. Même les démons sont incapables d'endurer longtemps l'horreur difforme de la forteresse, et seuls les ducs du changement savent s'orienter dans ces couloirs. Ceux-là sont les démons majeurs de Tzeentch et connaissent les passages dérobés qui conduisent au sein des saints de l'édifice, la bibliothèque secrète où le grand conspirateur ourdit ses complots. La bibliothèque secrète renferme toute la connaissance, toutes les pensées de toutes les créatures de l'espace et du temps. Les livres, parchemins et rouleaux sont fermés par des chaînes de feu magiques et leurs rayonnages s'empilent à perte de vue dans toutes les directions. Piégés dans ces méandres, des horreurs rôdent et veillent sur les livres comme un jardinier fou veillerait sur des bosquets de ronces. Les grimoires parlent sans cesse à leurs gardiens pour les plonger dans des raies de tromperie, si bien que les démons finissent par se dissiper et la bibliothèque absorbe leur énergie. Alors, maintenant qu'on a à peu près l'hémisphère droit et gauche du cerveau qui viennent de faire un 69, on va essayer de délier un petit peu tout ça et de se remettre les idées en place. Comment exploiter ces possibilités complètement contradictoires, inconcevables pour un esprit humain, etc. et en tirer parti pour s'amuser sur la table de jeu. Ça reste le but en dernière analyse. Alors, je vois plusieurs possibilités. Mais c'est définitivement le plus difficile des 4 dieux du chaos à... comment dirais-je... Enfin, c'est en tout cas le lieu le plus difficile à retranscrire sur la table de jeu. Et pourtant, on a vu que Slaanesh, ça se posait là. Mais, d'entre tous, celui-ci est de très loin quand même le plus délicat, je trouve. Mais enfin, on va y venir. Graduellement, peut-être. Graduellement. À partir des trucs les plus concevables jusqu'à... Voilà. On va dire... le niveau de base. En fait, bon... Ça redéfinit un petit peu les standards, si vous voulez, quand on commence à rentrer dans une logique tzeentchienne. Comment vous dire ? On est sur une baseline de départ, une ligne de départ, où
Bon, au niveau gradation de QI, si vous voulez, allez, la base, on va dire Étienne Klein, c'est l'idiot du village, quoi. Hein, c'est à peu près ça, quoi. Et puis, hop, on incrémente petit à petit, on monte, jusqu'à Tsinch, je sais où. Alors, c'est un petit peu ça l'idée. Bon, n'empêche que, bon, nous, pauvres mortels communs, on va essayer de reprendre pied dans cette histoire où ni temps ni espace n'existent à proprement parler. Bien. On commence petit, des parties avec une sous forte influence de Tsinchen, on va dire. Avant de s'aventurer dans le labyrinthe même de Tsinch et encore moins dans sa forteresse impossible. Mais déjà, les petites parties, allez, le warp est déchaîné, hop, petite fissure bobo à l'espace réel, et on a là une petite fuite démoniaque gentiment. Et déjà, ça commence à sérieusement partir en vrille cette histoire. Donc, tout ce qui va être table de Tsinch, je vois un élément récurrent, en tout cas commun à tous les décors qu'on puisse imaginer par rapport à ça, qui va être le fait qu'il reste mouvant, perpétuellement en mouvement comme ça, les décors de Tsinch. À chaque tour, il faut concevoir, à mon avis, modéliser des éléments qui puissent être aisément bougés sur la table. Alors le plus simple, c'est de toujours partir sur des décors idéalement qui ont le moins d'espace au sol possible par rapport à quand même une zone d'occupation, je dirais, plus visuelle. C'est-à-dire, on peut faire de très gros décors avec peu d'empreintes au sol et des décors assez modestes avec une énorme empreinte au sol. Vous voyez, ça dépend. La taille du socle ou de la base n'est pas forcément toujours représentative de l'ensemble de la structure. Donc, en vrac, des îles flottantes, des yeux géants munis de tentacules, des cristaux qui se déplacent sur une base, les figures en vol, en lévitation, en mouvement, enfin ce genre de choses. Bon, on pourrait encore imaginer d'autres choses. Mais tout ça va se déplacer au début ou à la fin de chaque round. C'est selon, soit selon le bon vouloir du destin lui-même, enfin de manière complètement aléatoire. Donc on va ressusciter pour ça le bon vieux dé de dispersion, le dé avec une flèche dessus, qui donne une direction, et puis de D6 pas, de mouvement, là encore une distance aléatoire, pour représenter les mouvements de ces objets. Je trouve que ce caractère de, comment dirais-je, de table perpétuellement en mouvement va apporter cette touche tsinchienne le plus simplement du monde, et puis avec une certaine efficacité quand même. Donc, les petits 2D6 de mouvement, gentiment, comme ça, avec les trucs qui se baladent, les structures flottantes, les petits... Voilà, ce genre de choses, ce genre d'éléments. Ça complique un peu la donne, mais c'est d'autant plus fun quand ça va être des décors qu'on peut investir, sur lesquels on peut monter. Bon, évidemment, c'est encore mieux. Alors, il y en a qui s'y prêtent admirablement bien, après tout, pourquoi pas. Hein. Les genres de formes de bastions impériaux, un petit peu, même si c'est une structure qui, en soi, est très humaine, mais enfin... On peut imaginer qu'elle puisse se mouvoir aussi au gré des courants de magie, enfin ce genre de choses, tandis que le paysage est constamment remodelé un petit peu par la magie de Tsinch. Ça s'y prête bien, pourquoi ? Parce qu'il y a tout simplement un genre de parapet tout autour qui contient les figurines, donc ça évite de les faire tomber en fait quand on le déplace, hein. C'est ni plus ni moins que ça. Hein. Mais c'est pour donner une idée, ça peut être d'autres structures aussi qui vont avoir cette même particularité d'avoir un genre de rebord quoi, qui retient les figurines tout simplement. On peut volontiers imaginer, quand je parlais tout à l'heure d'îles flottantes, ça peut être simplement de petits rocs, tout simplement de formes diverses et variées, qui se déplacent comme ça, qui se meuvent selon leur bon vouloir, pourquoi pas, soit qui obstruent un peu les lignes de vue, soit qui confèrent une règle spéciale aux alentours, pourquoi pas, ce genre de choses. Mais s'agissant d'îles flottantes, on peut se les figurer de toute forme et taille possible. Hein. Alors, un peu jonglard, parce que c'est vite casse-gueule avec les figurines dessus, mais quand même bien trop glorieux pour ne pas être partagé. Effectivement, ce genre d'île, polystyrène, tout y passe. Il y a des modèles 3D qui existent, hein, vous pouvez les chercher, mais la résine n'est pas forcément le matériau idéal pour ça, je trouve, du reste. En tout cas, pas pour
l'île elle-même. Ça va faire un monticule assez lourd au sommet de quelque chose d'assez léger comme pied, donc c'est pas dingue. Par contre, polystyrène et tout ça, allons-y gaiement, quoi. En plus, c'est économique, évidemment. On peut les imaginer à surface plate, ces îles, avec des reliefs rocailleux en dessous, mais très plates sur le dessus. Et puis des genres de tentacules ou choses comme ça qui les relient tout simplement à un socle assez étroit. Et elles peuvent se déplacer comme ça, totalement aléatoirement, rendant difficile à prévoir les prochains mouvements, évidemment. On peut même imaginer faire une table qui ne soit constituée que de ce genre d'île, finalement. Un tapis noir ou tapis spatial ou ce genre de choses. Un petit fond un peu neutre qui va être posé sur la table de jeu. Le côté spatial est pas mal. Les petites étoiles, quoi, en gros, en fond. Et puis, hop là, ces petites îles qui se baladent selon leur bon vouloir, semble-t-il, rendant possible à la fois des genres d'abordage impromptus où deux unités se retrouvent face à face alors que c'était pas forcément prévu, et puis bon, bah c'est parti, hein, fixer les baïonnettes. Ou alors, même des tirs de bordée improbables entre îles, qui finalement arrivent à proximité à portée de tir rapide, on va dire, par exemple, sans non plus se toucher, sans non plus avoir de contact, ce genre de choses. Pareil, on parlait tout à l'heure dans la description du royaume de Tzeentch, de suspension de gravité. Hein. Ce côté peut très bien se représenter tout simplement par des mouvements aléatoires de figurines notamment, ou même fixes, hein, ça n'a pas vraiment d'importance, mais qui permettent, même à l'infanterie par exemple, d'effectuer des mouvements anormaux pour passer d'un de ces décors à un autre, d'une de ces îles flottantes à une autre par exemple. Typiquement. Ensuite, bon, on va arriver un cran au-dessus, ce qui est un peu plus improbable. Encore que non, j'ai quelques petites idées de règles génériques à implémenter dans les parties contre des forces de Tzeentch. Le petit 9, pourquoi pas, on va toujours jouer sur un petit élément numérologique, on va dire, avec les dieux du chaos. Alors, bon, il est nulle part autant à sa place, ce petit 9 sacré de Tzeentch, que par rapport au test psychique. Ça s'effectue sur 2d6. C'est royal, ça s'y prête bien. Le 9, en vrac, peut pour tous les Psykers, qu'ils soient de Tzeentch ou non, aboutir à une double manifestation du pouvoir psychique choisi, par exemple. Ou la possibilité sur un 9, naturel bien sûr, d'user automatiquement d'un pouvoir psychique supplémentaire à ce round-ci de son choix. Pourquoi pas. Attention, un petit peu à l'avantage de Tzeentch, cette affaire en général, si vous spammez les sorciers côté Tzeentch, ce qui arrive très vite parce que toutes les unités le sont plus ou moins. Donc, faut veiller lorsqu'on organise un genre de petite campagne, qu'on joue un petit peu le maître de jeu par exemple, qu'on emmène le joueur adverse à travers sa campagne, notamment dans ses désolations propres à son dieu, etc. Faut veiller à pas faire des règles qui ne s'avantagent que soi, évidemment. C'est pas tellement l'objectif. S'il faut pêcher par un manque d'équilibre, c'est toujours en faveur de l'adversaire, pas en sa faveur. Mais ça donne une idée. Ça dépend des factions. Hein. Je sais pas, vous jouez Eldar contre Tzeentch, vous pouvez tout à fait avoir le même nombre de Psykers sur la table. Hein. Ça dépend vraiment du truc. Pareil, le 9 peut représenter aussi un inconvénient. Deux pouvoirs psy et un péril du warp automatique, par exemple. Ça peut aller ensemble. Autre règle, pour le coup, que j'aurais tout aussi bien pu suggérer pour les 3 autres dieux du chaos précédents, vous avez en V9 désormais une mécanique de points de tempête warp, en fait, avec des effets parmi lesquels choisir. Ça va s'apparenter au fonctionnement des stratagèmes pour le joueur chaos, mais avec des points qui sont générés différemment. En gros, il va faire jeter 8 dés au début de chaque tour sur 4+. Chaque 4+, lui rapporte un point de tempête warp et il peut l'utiliser à loisir pour déclencher différents effets. Bon, ça peut être une monnaie d'échange intéressante pour les dieux tous tentateurs qui viennent essayer de corrompre systématiquement l'armée d'en face, bien plus encore que de la détruire. Bah oui, c'est plus marrant. Donc, on peut octroyer aux joueurs qui jouent face aux joueurs Tzeentch un bonus. Peut-être
une liste de 3 bonus parmi lesquels choisir, qui, à chaque fois qu'il y a un recours, il en tire un avantage certain, mais ça octroie 1 point de tempête warp supplémentaire à son adversaire. Plus ces psychers ont recours à un effet qui permet de manifester automatiquement son pouvoir psychique, par exemple, plus les points de tempête warp du joueur de Tzeentch augmentent. Ça pourrait être utilisé aussi bien pour tous les dieux du chaos, puisqu'après les effets que permettent de déclencher les points de tempête warp vont dépendre de chaque dieu, et puis seront toujours thématiquement adaptés. Mais par contre, la petite liste des bonus, je vous laisserai la dresser éventuellement pour votre adversaire, faut faire un truc sur mesure, hein, gentiment, qui soit utile pour son armée tout simplement. En face, typiquement, si le joueur joue Khorne, c'est une belle rivalité, hein, Khorne Tzeentch, ça marche bien, c'est pas mal sur la table de jeu comme opposition. S'il joue Khorne, ce serait stupide de lui permettre de choisir un bonus à ses pouvoirs psy, et en échange de points de warp supplémentaires pour vous, à chaque fois qu'il le fait. Bah non, ça marche pas. Donc voilà, adapté en fonction, mais dans l'idée ça marche bien. Bon, là on est au niveau de ce qui est à peu près universel pour les parties impliquant du Tzeentch, hein, ce genre de choses. On pourrait bien sûr encore ajouter des choses. Tiens, une idée qui me vient à présent. Beaucoup des aspects de Tzeentch reposent aussi sur la capacité à anticiper finalement comment dirais-je, anticiper le futur, on se contentera de dire ça, notamment, et à cet égard, un petit jeu d'objectifs croisés où chacun note au préalable des choses qui vont se passer dans la partie selon lui et le round auquel elles vont se dérouler, précisément. Par exemple, round 3, joueur Tzeentch, que sais-je, il peut prévoir des choses même contre lui, hein. Par exemple, il peut prévoir que son héros de Tzeentch sera mort. Il aura été emporté au round 3. À son round 3. Ok, très bien. Est-ce que ces choses s'accompliront bel et bien pendant la partie? La partie peut se jouer entièrement là-dessus, hein, sur un nombre de rounds prédéterminé. À la fin, hop, là, on regarde alors qui a noté quoi. Et ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Pareil, adapté vraiment en fonction des armées qui se font face. Hein. Mais ça peut être pas mal. Sur finalement qui aura l'ascendant sur l'autre par rapport à ce qu'il avait prévu, qui aura été le plus perspicace sur cette partie. Là où ça devient intéressant, c'est que ça introduit des mécaniques un petit peu de bluff. Par exemple, j'ai utilisé tout à l'heure l'exemple volontairement du joueur Tzeentch qui dit bon bah mon héros sera mort au tour 3 parce que ça peut donner lieu à, on peut forcer un peu la main du destin, vous voyez, l'exposer par exemple très clairement ce héros, le mettre dans une situation délicate, l'offrir un petit peu à l'adversaire en quelque sorte, volontairement, de sorte que lui-même peut être en droit de se demander si il fait bien de le prendre là, vraiment, où ça paraît un peu trop facile, là. Un peu trop facile. Et s'il commence à... C'est moi ou... Il est con en fait, il est con, c'est ça. Eh ben, c'est bon signe, vous voyez, c'est peut-être qu'il tombe dans votre piège. Sinon, Enfin bref, faut raisonner en ces termes-là, ça devient un jeu de bluff qui est pas tout à fait inintéressant. Et qui va très bien avec la nature de ce dieu, évidemment, ça le reflète à merveille. Ensuite, essayons quand même, autant que faire se peut, d'essayer de rentrer dans ce lieu de l'impossible, le labyrinthe de Tzeentch. Alors, qu'il s'agisse de représenter le labyrinthe de Tzeentch lui-même, ou une évocation de celui-ci, une version miniature de celui-ci, une petite part, tout petit bout au sein de celui-là, bon bref. Ce genre de choses, on retrouvera quand même thématiquement des éléments qui sont les mêmes, à savoir que tout est imprévisible. C'est un kaléidoscope constant qui tourne sous les yeux comme ça des joueurs. Donc, plusieurs choses sur lesquelles on peut jouer. Alors, en vrac, au niveau visuel, les illustrations qui tournent autour de Tzeentch, les artworks, je vous conseille de taper Tzeentch Artwork sur Google, vous allez voir qu'il y en a une myriade qui va sortir, qui sont toutes des sources d'inspiration intéressantes. Cependant, pour représenter l'aspect labyrinthique, etc.,
il va falloir penser aussi en termes un petit peu de gameplay. Il va falloir penser à la table de jeu, comment elle se décline, quelle est sa modularité, que peut-on en faire, parce que ça va être assez indispensable. La dernière chose qu'on voudrait quand même pour représenter le labyrinthe de Tzeentch serait une table fixe. Ce serait compliqué. Vous allez voir qu'on peut jouer sur d'autres choses, peut-être quand même plus tard, je vais faire un passage par là, mais une des premières choses qui vient en tête, c'est un petit peu comme pour tout à l'heure, hein, le côté modularité, indispensable pour représenter quelque part le mouvement constant en fait, hein, tout simplement, qu'on trouve dans le domaine du dieu du changement, c'est assez logique. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent du jeu Labyrinthe, un jeu de société très populaire. Toute bibliothèque d'école en avait un, je pense en a encore un sans doute, peut-être même est-ce le même, quoi qu'il en soit. Le principe était le suivant, vous avez un plateau de jeu plus ou moins, une zone prédéfinie, et le jeu se décline sous forme de plein de petites tuiles cartonnées représentant chacune une section de couloir. Alors ça peut être un couloir droit, ça peut être un couloir qui tourne, ça peut être, pourquoi pas, il peut avoir plus de 2 points entrée et sortie, mais aussi une troisième avec un passage, une ouverture latérale qui mène vers un autre passage, etc. Et toutes ces petites tuiles carrées se plaçaient sur le plateau de jeu, et puis il s'agissait de les bouger chacun son tour, de sorte que le labyrinthe bougeait en permanence, quoi. Et on pouvait se retrouver en vrac face à un mur, on pouvait accéder à un passage qui ouvrait vers d'autres possibilités, de sortir un petit peu de son couloir, etc. Et différentes cases, évidemment, sur lesquelles il y avait des péripéties ou des choses comme ça. Et si vous vous en souvenez, c'est le moment de mettre ce souvenir à profit, parce que c'est sans doute ce qu'on veut un petit peu reproduire pour Tzeentch. On veut de la modularité. Sans doute qu'il est pertinent de miser sur des petits modules de table, de taille raisonnable, qui vont pouvoir bouger, s'articuler entre eux. Voilà. On va puiser de ce côté-là aussi dans les dungeon crawlers divers et variés au niveau du gameplay, et puis ces phases un petit peu d'exploration, de salles inexplorées, d'inconnus derrière la zone de visibilité, d'inconnus derrière les portes, d'inconnus dès qu'on franchit un passage. C'est quelque chose qui est quand même très exploité dans tous les dungeon crawlers en tout genre, enfin tous les jeux de plateau, quoi. Donc, on va pas hésiter à aller y piocher de l'inspiration. À ce niveau-là, Silver Tower, mine de rien, le Warhammer Quest Silver Tower est une super source d'inspiration, autant visuelle qu'au niveau des éléments de gameplay, y compris pour une partie à laquelle on viendra plus tard. Mais rien qu'au niveau visuel et au niveau des tuiles et au niveau de comment est-ce qu'elles viennent s'imbriquer entre elles, etc., ça vaut le coup, je trouve. En vrac, les transitions entre les différentes pièces peuvent être représentées aussi bien par de simples passages, des portes, des portails, des miroirs. Bon, franchement, les possibilités sont à peu près infinies, mais ça permet de le décliner différemment, soit que les zones soient tout à fait adjacentes, avec un jeu éventuellement de déplacement à chaque round, soit que ces dites zones soient pas reliées entre elles, mais simplement on est dans une pièce, il y a un portail à l'entrée, un portail à la sortie, on passe par le portail à la sortie, et puis advienne que pourra, on verra vers quelle pièce ça nous mène, hein. Par exemple, ça peut être une possibilité. Si en termes pratiques, sur la table, vous ne voyez pas les petits modules bien s'agencer. L'avantage quand même de la première solution, qui est les petits modules que l'on peut glisser latéralement, on peut opérer des transitions comme ça à chaque fois, pour pouvoir essayer d'anticiper des mouvements vers les pièces suivantes. Les bons côtés vont être multiples. Je trouve que l'idéal, alors soit on la joue full Dungeon Master, et c'est vraiment le maître de jeu, le Tzeentchien, qui va faire bouger à loisir, un petit peu selon ses propres dessins, les cases du labyrinthe. Bon, pourquoi pas. Ça permet de guider un petit peu l'aventure. Ma foi, c'est acceptable. Sinon, on en fait un mini-jeu. Il est préférable que dans le groupe de l'armée assaillante, ou en tout cas le groupe qui prend d'assaut cette section de labyrinthe,
Il y a un Psyker, histoire de justifier ça, un peu tiré par les cheveux, mais ça passe très bien. Un Psyker qui soit capable lui-même d'orienter plus ou moins les différentes, les futures allées du labyrinthe, qui soit capable de se livrer à une espèce de mini-jeu ou bataille mentale avec le maître des lieux. Pas forcément Tzeentch lui-même, on est sur une aile mineure, on est sur un petit truc, c'est une horreur rose première de la classe ça suffit quoi pour le mind game, pour ce qui est du maniement des sections, des différentes cases du labyrinthe. Et donc à chaque tour, on pourrait alterner comme ça, tac, 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 dans les déplacements des petites cases, de sorte que ça permet de modifier les futurs mouvements possibles, quoi. Se retrouver soit face à un mur, soit face à un passage ouvert vers une case qui a l'air plutôt prometteuse, une autre qui a l'air au contraire d'une case qu'on veut absolument éviter. À ce niveau-là, on peut imaginer des cases où déjà toutes les unités, un peu péripéties du labyrinthe, soient déjà posées d'avance, donc toutes sortes de monstruosités tzeentchiennes. Il n'est pas interdit de glisser une petite case particulière avec, pourquoi pas, un grand immonde de Nurgle, un buveur de sang, enfin un démon comme ça qui lui-même serait prisonnier du labyrinthe, pourquoi pas. Et il serait une sorte de... C'est un peu le dragon ou le minotaure du labyrinthe, quoi, si on veut. Mais il va être là et lié à aucun des deux belligérants. Il est simplement un peu prisonnier du labyrinthe, passablement frustré sans doute. Mieux vaudrait ne pas se retrouver par le jeu de déplacement des cases, sur la case immédiatement adjacente à la sienne au début du prochain tour. C'est pas bon, ni pour l'un ni pour l'autre des joueurs. Ça peut donner lieu à un mini-jeu assez intéressant, ça quand même, ce côté-là. Ça peut être le joueur Tzeentch qui prend en pleine poire toute l'ire du grand immonde ou buveur de sang, qui est, lui, prisonnier du labyrinthe et qui commence à en avoir sa dose de ce putain de jeu. Donc ça peut être assez sympa, ce genre de choses. Mais c'est pas tout. Bon. Après, au niveau des autres éléments de jeu, encore une fois un peu plus méta. Alors, précision. Bon. On fait en fonction des contraintes. On commence à s'éloigner un petit peu des carcans habituels de Warhammer 40 000, où on a souvent deux armées qui se confrontent. C'est quand même un petit peu la base, quoi. Et autant, moi je suis partisan de l'idée qu'on peut faire du super narratif. Enfin, Warhammer c'est fait pour ça, ça a toujours été fait pour ça. Ça semble être représenté en ligne un peu différemment dernièrement, mais bon. Il n'en demeure pas moins que on est à notre place en jouant à ça, parce qu'en fait, ça fait juste plus de 30 ans que Warhammer c'est ça. Donc, autant on peut donner un tournant narratif plaisant à n'importe quelle partie qui semble assez courante, comme ça, sur même une partie au beau milieu d'une plaine, autant là, on rentre quand même dans quelque chose de délicat, quoi. Si on veut vraiment commencer à avoir un petit avant-goût de labyrinthe de cristal, de forteresse impossible, etc. On sera en général mieux loti si on part sur une base où on n'a pas des armées entières pour le joueur non Tzeentch, mais des figurines individuelles à manier. Une base un petit peu échelle Necromunda Kill Team en termes de nombre de figurines. Ça s'y prêtera mieux, tout simplement par rapport à la taille des petits modules qu'on peut imaginer pour le labyrinthe, par rapport à la diversité des situations auxquelles le joueur sera confronté, avec des figurines isolées sur différentes cases, d'autres qui restent groupées, etc. Si on veut absolument que ça ait quand même cette forme d'une armée entière qui s'aventure dans le labyrinthe, alors on peut, mais il sera de bon ton, à mon avis, d'introduire des éléments de gameplay qui les feront se disperser le plus tôt possible, unité par unité, pour qu'on retrouve ce côté un petit peu dungeon crawler, un petit peu aventure, un petit peu exploration, inconnu, etc. Où la taille accessoirement des cases, simplement, des modules, des pièces, des couloirs, appelez ça comme vous voulez, puisse accueillir en fait les figurines, vous voyez, qui correspondent à l'échelle d'une unité, quoi, maximum. Parce que, bon, si on part sur une armée entière à chaque fois, enfin 2000 points en gros, vous allez pouvoir en faire 50 des cases qui peuvent accueillir du 2000 points. Comme ça, c'est un gros pan de table quand même. Donc bon, on préférera essayer de les disperser un petit peu à ce niveau-là. Ce qui peut bien marcher et qui est tout bête et qui va forcer le joueur un petit peu à le faire,
c'est d'avoir un point de départ, pourquoi pas, les unités qui éventuellement arrivent au compte-gouttes une par une par la même case d'entrée, hein, c'est une possibilité aussi, un round après l'autre. Hein. Mais si on alloue une valeur de mouvement aléatoire, par exemple, à chaque unité, qui ne va être déterminée qu'au moment où on l'active, c'est-à-dire je déplace mon escouade de commandement, bon très bien, et ben je jette 2d6 et puis je vois combien de pas ils peuvent faire. Ça permet d'aboutir à cette situation où on se retrouve avec des unités un petit peu dispersées, parce qu'avec des valeurs de mouvement très disparates. Voilà. Et après en vrac, bah là on commence à arriver sérieusement dans la partie man game, encore plus que ça. Hein. Franchement, c'est le jeu cérébral qui est à l'honneur avec Tzeentch. Alors, pour bien le représenter comme il se doit, encore une fois, on échappe un petit peu au spectre de la partie normale classique, 1500 contre 1500 et on se tape sur la gueule, mais on peut le représenter, ça à mon avis, que par des éléments qui sont représentatifs du domaine de prédilection de ce dieu. Donc, des énigmes, des rébus, des jeux d'anticipation, de mise, de bluff, des choses comme ça. Ça, il faut que ce soit de la partie. Il faut que ce soit de la partie pour bien le représenter. On peut choisir des énigmes aussi bien internes au jeu, hein, pourquoi pas, avec des références dans l'univers, ou même en dehors, hein, pourquoi pas. On peut s'aventurer un petit peu au-delà. Mais des trucs qui font se creuser un petit peu le ciboulot quand même, au malheureux qui a osé s'aventurer dans ces contrées où la raison est à la fois à l'honneur, mais n'a plus lieu selon les termes qu'on entend couramment par raison, quoi. Bon. Pensez Escape Game. Pensez Escape Game, c'est la plus proche équivalence qu'on pourra trouver en fait dans nos milieux un petit peu JDR, jeux de plateau, wargame. Pensez Escape Game. C'est de ce côté-là qu'il faut creuser, c'est de ce côté-là qu'il faut chercher. Et il faut quand même essayer de faire en sorte que ce soit à la fois des choses atteignables pour les joueurs qui vont vivre votre campagne, et en même temps éviter les plus gros poncifs habituels, quoi. Au niveau des énigmes ou des choses comme ça, éviter de nécessairement venir trop leur faire le coup des 4 énigmes les plus connues de l'histoire de l'homme. Enfin, on peut éviter, quoi. Éviter de leur caler du gros Eddie Proie dès le début. Enfin, éviter de jouer. Vous voulez jouer idéalement au Sphinx qui pose des questions et voilà, et que ça ait des incidences dramatiques pour le joueur d'en face, mais en même temps, bon, voilà, éviter le go. Bon, allez, 2 pattes le matin, ouais, bon, vous avez compris. Je ne l'ai pas restitué dans sa meilleure version, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Même sans que j'ai besoin de correctement l'énoncer, vous savez tous de quelle énigme je parle. Ça prouve bien que c'est trop convenu, quoi. Mais, des petits trucs du même acabit, pourquoi pas. Le coup du dragon à 2 têtes, un qui dit la vérité, un qui ne fait que mentir. Bon, bah voilà, vous le déclinez avec un duc du changement à 2 têtes, c'est pas trop mal, on tient un petit truc là. Ce genre de choses. Les jeux de bluff en tout genre, très intéressant. Très intéressant. C'est vraiment là-dedans qu'on veut partir, idéalement pour représenter ça. C'est un jeu dans le jeu à part entière. Je disais au début de la vidéo que c'est le plus délicat des dieux à représenter de ce point de vue-là, je pense que c'est vrai. Mais il y a définitivement des choses à creuser. Ça peut être la difficulté est élevée, mais la récompense est grande, hein, clairement. Les descriptions Fluffig vont faire leur travail d'immersion. Elles vont s'imprimer dans la mémoire. Je me souviens que Timmy et moi, quand on avait joué à Warhammer Quest Silver Tower, la description à un moment donné du bibliothécaire, une horreur rose singulière, hein, qui est plus ou moins le premier mini-boss quand même dans cette Warhammer Quest, est resté un petit peu dans nos mémoires. Ça reste un truc, c'est gravé là, et pourtant ça reposait pas sur grand-chose, c'était fondamentalement de la castagne une fois la salle présentée aux joueurs, hein, dans le livret qui accompagne le jeu, mais quand même, ça faisait son petit boulot. Il y avait ce côté un petit peu magique. C'est très simple, hein. Franchement, c'était la description, vous rentrez dans une pièce, des livres éparpillés partout au sol, des montagnes de livres, et des rayonnages
infini voilà, de parchemins et livres soigneusement ordonnés, même si la moitié est croulante, bref. Et puis, sur un des monticules de livres, il y a une horreur rose en mode, en mode full squat, évidemment, comme seules les jambes de démon le permettent, là, vraiment. Et voilà, je vous regarde, et quand vous êtes rentré dans la pièce, chut, dit chute. Déclenchement du combat, façon, voilà. Hop, on passe à l'écran de combat façon Final Fantasy, quoi. C'est très simple. Mais juste le chute de l'horreur rose, ça se fume en fait. Ça reste là pendant longtemps. Donc ce genre de choses, vous voulez vraiment l'introduire et le faire ressentir à vos joueurs en allant pourquoi pas un peu plus loin avec des trucs un peu méta, des énigmes, des rébus, des conneries, ce genre de choses. Autres éléments à exploiter. Bon, je vous cache pas que les projets de table jusque-là, c'est un petit peu John Hammond, hein. Un petit peu dépensé sans compter. Mais faut ce qu'il faut, quoi. Je veux dire, quand on veut représenter comme il se doit ce genre d'environnement de bataille singulier. Un truc sur lequel vous pouvez jouer si la modularité n'est pas à l'ordre du jour pour votre projet de table, ça peut être l'éclairage. L'éclairage peut suggérer plusieurs choses. Un bon gros spot lumineux, ou plus simplement un petit spot directionnel coloré. Ça, en général, c'est moins cher, c'est plus modulable, c'est plus sympa. Si vous voulez pas faire un setup permanent, mais juste pour une petite campagne ou sans prétention, quoi. Un petit spot coloré. Donc vous pouvez régler les couleurs via une appli en général ou sur la machine. Bon, bref. Ça peut suggérer plusieurs choses. Le changement de couleur, l'avantage, c'est que vous changez de théâtre d'opération sans avoir à changer tous les décors, le tapis de jeu et replacer les figurines. Et ça, c'est intéressant. Je m'explique. Pour Tzeentch, passé, présent, futur, tout ça est entrelacé et ils naviguent de l'un à l'autre comme ça, aussi bien par la pensée que physiquement, donc très franchement. C'est très relatif. Plus encore que jamais, d'ailleurs, le temps. Bon, bref. Mais, vous pouvez jouer là-dessus. Vous pouvez passer tout à coup à une lumière qui symbolise, hop, là, attention, flashback. On revient dans le passé. Flash forward. On passe au futur. Vous passez à une temporalité différente. De sorte que, même sans changer les décors ou le lieu, vous changez la lumière et tout à coup, on change l'atmosphère. Et à chaque fois qu'il y a cette lumière qui surgit, votre adversaire sait que, ah, ça y est, on est revenu dans le passé. Ce round-là, il se rejoue dans le passé. Oh putain. Alors. Et ce qui est pas mal, c'est que en tant que MJ, maître de jeu, côté Tzeentch, ben, au maximum, vous changez vos propres figurines pour les substituer, je sais pas, enfin, y substituer plutôt d'autres figurines qui ont plus leur sens quand vous revenez comme ça dans le passé ou que vous vous aventurez dans une vision du futur. Mais vous touchez pas aux figurines de votre adversaire et vous touchez pas au décor. Hein, parce que sinon ça c'est trop le bordel. S'il commence à y avoir des figurines de votre adversaire sur les décors, pour changer le décor c'est mort, c'est compliqué. Donc ça peut être intéressant ce petit jeu de lumière, là ça peut suggérer des choses aussi, quoi. Ça peut suggérer aussi le passage de la vision au réel, tangible et matériel. Vous pouvez avoir des rounds qui se passent uniquement en mode round mental. Visuellement ça peut être très intéressant. Que vous dire d'autre au niveau des toujours du setup de labyrinthe de tout à l'heure, les rétroprojecteurs, j'ai découvert ça récemment, c'est Sorrent qui m'a partagé le tuyau. Les rétroprojecteurs peuvent avoir un effet intéressant sur une table où il y a bien déjà du décor 3D, c'est que vous pouvez projeter les zones que vous éditez directement dans votre éditeur d'images, de sorte que ça puisse n'éclairer précisément qu'un endroit et un endroit seulement, et vous pouvez dessiner petit à petit le couloir qui va s'éclaircir au fur et à mesure que les joueurs avancent. Très spécifique, setup exigeant, compliqué, j'ai jamais essayé, mais c'est techniquement possible aujourd'hui. Bon, voilà. Je suis pas très convaincu par tout ce qui est par contre écran jouable pour les Donjons et Dragons et compagnie, l'écran de télé, l'écran de... Enfin,
Euh, Ça brille, c'est moche, ça marche pas. Je trouve pas. Et c'est très 2D comme approche aussi. Donc ça trouve son intérêt sans doute pour du Donjons et Dragons et tout. Mais à un moment donné, les wargamers, faut qu'on tâte aussi du solide, du concret, du 3D, voilà, faut que ce soit tangible. On a besoin un petit peu de ce truc-là, quoi. Ça fait partie de notre plaisir au niveau du modélisme. Donc, par contre, voilà, c'est l'éclairage sur lequel on peut beaucoup jouer. Et ça peut faire des choses très intéressantes. On est passé par le bluff, on est passé par le changement temporel, on est passé par le changement spatial, on a donc un petit peu couvert toutes les facettes. Je laisse ça à chaque fois très libre pour votre appréciation, etc. Parce que il faut l'adapter à votre thème, aux armées que vous allez confronter, à ce genre de choses, etc. Reste un élément supplémentaire. Ouais, remettre une couche par rapport au bluff, par exemple, peut être intéressant. Remettre une couche par rapport au bluff. En vrac, un petit truc qui a peut-être vocation à devenir un peu convenu avec le temps. On verra si nombreux seront les autres joueurs à le faire. Mais c'est un petit plot cousu de fil blanc, mais quand même pas inintéressant. Une des figurines de l'armée adverse, quel que soit le lieu, l'enjeu de la bataille. Peut-être un genre de changelin qui va prendre son apparence. Le changelin lui-même ou un autre genre de mimique, enfin peu importe. Mais vous désignez avant la bataille et vous gardez secret dans une boîte fermée le nom de la figurine d'infanterie en face au personnage qui va en fait être un leurre, qui ne sera pas celui qu'il prétend, qui sera en réalité un émissaire de Tzeentch qui a pris sa forme. Et vous pouvez révéler ce truc-là au moment opportun pour remplacer sa figurine par le changelin et en prendre le contrôle. Voire même ne pas remplacer cette figurine du tout, si vous voulez. Juste, vous prenez le contrôle, quoi. Finalement, que sais-je, disons, le médic de l'escouade de commandement garde impériale n'est pas celui qu'il prétend. Je sais pas, le commissaire s'aperçoit que l'officier, tout à coup, donne des ordres étranges, quand même, à son peloton. Ouais, ça peut être intéressant. Bon, ce genre de choses est à exploiter. Nous, on l'avait fait allègrement pour la première campagne sur, on va dire, avec nos rapports de bataille narratifs, là, les Minetti. Il subsistait un doute jusqu'à la fin. Est-ce que la version de Bianca que je poursuivais en l'occurrence était la Bianca réelle ou un double, le changelin? Et Tim avait mis dans une petite boîte, à mon insu bien sûr, enfin mais, selon nos termes, mais ce qu'il y avait marqué était à mon insu. Est-ce que c'était la vraie Bianca qui était présente encore sur Santarcus et que j'essayais de secourir avec mon inquisiteur et son armée? Ou bien est-ce que c'était qu'un leurre et que là c'était le changelin et la vraie était ailleurs? De sorte que, bon, le dénouement final vous le connaissez peut-être, sinon pourquoi pas aller voir les Minetti, notre campagne. Mais il subsistait un doute jusqu'au bout. Est-ce que c'était la bonne ou pas? Il n'y a qu'en ouvrant la boîte, préalablement fermée, on avait foutu un bout de gaffeur, quoi, de Chatterton dessus, pour la sceller. C'était pas non plus... Voilà, mais bon, bref. On avait fait une petite boîte en carton avec le symbole de Tzeentch en imprimé dessus, là, à l'imprimante, voilà. Et puis, il avait mis le truc là-dedans. Mais intéressant, ce genre de mécanique de bluff, faut pas hésiter. Dans le labyrinthe en vrac, qu'est-ce que j'ai oublié comme idée que j'avais noté de côté? Utiliser des unités leurre, encore toujours le leurre, le bluff, la tromperie. Utiliser des unités sur des cases du labyrinthe ou ce genre de choses, ou même dans une partie standard on va dire, on se fait face à face dans une bataille d'armée classique, des unités leurre qui n'en sont pas. Il suffit de les charger pour s'apercevoir qu'elles se dissipent complètement, par exemple. Elles disparaissent de la table de jeu, elles étaient juste là, c'était un leurre. Voilà. Les aurores roses, elles disparaissent. Par contre, celles qui chargent derrière, c'est des vraies. Mais devant, c'est un mirage. Voilà, ça part en fumée. Bon. Intéressant, je trouve. Ce genre de
truc-là. Donc voilà. D'autres idées vous viendront peut-être par rapport à ce sujet. Vous pouvez voir que c'était une erreur d'attaquer la vidéo de Cinch à minuit. Visiblement, ça m'a retourné le cerveau. Mais peut-être que, voilà, bon, dans mes propos délirants, peut-être que là, en succombant à la démence, à cause du dieu du changement, il y aura quelques propos à retenir, quelques vérités cachées à travers ces folies, quoi. Bien, allez, sur ce, je vous laisse. Bonne peinture, bon jeu. On se retrouve pour un nouvel épisode de l'Or du Lore dès demain. Et à la prochaine. Ciao. Et je rappelle que j'offre la vraie Bianca Minetti, pas un changelin. Encore que, celui qui ouvrira la boîte le saura. Mais par tirage au sort, avec toute sa bande, à l'un de nos soutiens sur Tipeee, sur Twitch, ou un client de My Hobby Place. Voilà.